Nous parlons de paix en Afrique centrale dans notre émission aujourd'hui avec deux invités qui sont de l'association Humanité et Paix. Ils savent donc de quoi ils parlent. Ensemble, nous allons les recevoir. Antoinette Kobanda, bonjour madame. Bonjour Lydie. Vous êtes la trésorière de l'association Humanité et Paix, mais vous êtes économiste de formation, gestionnaire de profession. Avec nous, monsieur Dylan Dilama, bonjour. Madame, bonjour. Juriste par ailleurs, vous êtes vous aussi de Humanité et Paix. Vous avez proposé ce sujet paix en Afrique centrale. J'ai tout de suite envie de vous dire comment faire pour avoir enfin cette paix chère à tous. La paix aujourd'hui, ça devient une vocation de tous. Oui. Vous consultez tous les peuples du monde, partout. Ils vous diront une seule chose, nous voulons la paix. Partout, Europe, Amérique, Afrique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui dérange. Et ces terres, c'est comme on cautionne. Alors, nous nous sommes dit il fallait rencontrer cette situation et puis en parler un peu d'une autre manière. Nous avons choisi l'Afrique centrale, pourquoi? Directement pour vous dire, parce que la région de l'Afrique centrale, à mon humble avis, je vois que c'est une région qui ne fait pas un grand pas dans le cadre de l'évolution. Partout en Afrique centrale, il y a une situation qui dérange. En République démocratique du Congo, bientôt 20 ans, en RCA, en Tchad, Cameroun, avec, vous savez ce qui se passe maintenant à Boko Haram. Donc, c'est-à-dire, les peuples sont dérangés. La tranquillité, le peuple ne vit pas dans toute sa tranquillité. Alors, c'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait quand même qu'on puisse affronter cette question et puis proposer ce que nous pouvons faire pour y arriver. C'est ainsi nous avons eu l'idée de mettre en place cette stratégie aujourd'hui qui est dénommée Humanité et Paix. Pourquoi? Pour chercher des voies et moyens, rentrer en contact avec le peuple, savoir qu'est-ce qui dérange. C'est vrai, les mots qui dérangent, qui troublent aujourd'hui notre société, nous les connaissons tous, la mauvaise gouvernance. C'est vrai, c'est une des causes de la déstabilité, plutôt, je veux dire, de l'instabilité dans notre pays, dans notre continent. Et puis, particulièrement au niveau de l'Afrique centrale. C'est ainsi que nous avons réfléchi, on devait mettre en place une structure qui devait penser en cette manière-là et travailler, proposer des solutions. Je vous laisse la parole, Antoinette. Pourquoi avez-vous déjà accepté d'être membre de cette association? Et comme vous dit Dylan, il nous fallait faire quelque chose. Parce qu'il est temps qu'on parle, il est temps qu'on dise stop. Ça va faire 20 ans qu'on attend au Congo. Parce qu'on a envie de prendre le Congo comme notre laboratoire de ce qu'on va proposer. Et après, avec les rencontres qu'on aura par la suite, avec d'autres pays africains, et surtout l'Afrique noire et francophone, on pourra s'étendre. 20 ans dans un pays et il n'y a pas de solution. Il y a eu des élections qui sont passées, 2, 3 fois même. Bientôt les prochaines élections. Et la question de paix n'a jamais été résolue. Quand on est constitué en association et puis que l'on vit vraiment très loin, plus de 6000 km du lieu, du terrain d'action où se déroulent ces événements-là, comment pensez-vous pouvoir être efficace malgré la distance? Vous savez, on est loin sans être loin. C'est-à-dire? Nous sommes ici physiquement, mais notre cœur n'a jamais quitté le peuple. Notre cœur est resté là-bas. Ça nous arrive d'y aller. On voit les images aussi. Tout le monde en parle. On ne peut pas être loin. On est loin physiquement, oui, mais on n'est jamais loin. Dylan, vous vouliez réagir sur le comment être efficace à distance? Effectivement, dans le cadre de nos activités, l'Humanité et Paix a prévu de travailler sur le terrain. C'est-à-dire nous avons des correspondants directs sur le terrain qui nous donnent des informations fiables et nous proposent des actions à mener pour la stabilité. Voilà. Donc, à République démocratique du Congo, il y a une représentation parce qu'on est en train de se préparer à fond pour se lancer. Comme au Cameroun, comme au Gabon, il faut vraiment qu'on puisse travailler. Donc, effectivement, les informations, aujourd'hui, ça n'échappe à personne. Le monde a tellement évolué qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, vous savez, la situation se passe à Paris dans 30 secondes, peut-être vous ne le savez pas, mais quelqu'un qui est en Afrique, il est déjà informé. Mais est-ce que le fait d'avoir l'information en temps réel vous donne pour autant les moyens d'agir? Effectivement, non seulement ça nous donne les moyens d'agir, déjà être informé, ça nous donne déjà l'image de comprendre ce qui se passe. Et sur base de ça, que nous allons mettre en place, de réfléchir comment améliorer la situation qui se présente. Parce que si nous vous posons ces questions, c'est parce que des compatriotes de votre pays, la République démocratique du Congo, mais de la diaspora, de l'Afrique tout entière, ont tous à cœur d'apporter des solutions. Chacun veut apporter des solutions dans son pays. Mais là où plus personne ne s'accorde, c'est
comment procéder, sachant par ailleurs que les gens de la diaspora, quand ils vivent à l'étranger, ils ont déjà leur quotidien à gérer, la vie n'est pas forcément facile. Comment pouvoir mener une action qui soit vraiment une force de proposition à l'échelle nationale? C'est pour ça que Dylan disait tout à l'heure, il y a des gens sur place avec qui on a des correspondances. Étant ici, on peut avoir une vision de la situation que eux, de l'intérieur, n'ont pas. Parce que l'information ne circule pas toujours très bien à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui sont carrément coupés de la capitale, par exemple, qui ne savent pas ce qui se passe dans la capitale. Nous, à l'extérieur, on peut savoir. Et on peut faire une information triangulaire pour commencer. Et de deux, ces gens-là étant sur place, nous ici, ils peuvent nous dire, voilà ce qu'il nous faut. Faites ci, dites ça. Mais voilà, et nous, on leur dit, mais pour avoir ci ou ça, vous, faites ci ou envoyez-nous ça. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez prendre la République démocratique du Congo comme votre laboratoire. On sait, avec l'actualité récente, qu'il y a eu cette volonté de modification de la Constitution. C'est récurrent en Afrique. Mais surtout, il y a eu tout ce qui s'est passé parce que les gens ont manifesté, n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord et finalement, par exemple, la communication a été interrompue, Internet notamment. Voilà un exemple. Comment... non pas comment avez-vous fait pour entrer en contact néanmoins? On sait qu'il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises, que les entreprises ont continué à avoir Internet et ainsi de suite. Tout le monde a pu avoir l'information, vous y compris. Mais quelle action concrète pouvez-vous mener dans un cas comme celui-là pour faire avancer les choses? Parce que nos téléspectateurs ont besoin de savoir, la motivation qui est la vôtre n'est pas remise en question, n'est pas mise en doute, mais sur l'efficacité et les moyens qui sont les vôtres pour avancer et sortir le pays de cela, quels sont-ils? En fait, je vais vous dire déjà, par rapport, si je peux faire un petit pas en arrière, pour dire que servir son pays, même de loin, hein, je peux peut-être vous citer Saint-Exupéry, si je n'ai pas oublié, il a dit, dans une situation qu'on puisse avoir, en fait, servir son pays, même de loin, même par les idées et par des propositions. Et on a des cas concrets, le général de Gaulle, ils ont agi. Donc la question de la distance n'est pas une question, ce n'est pas un frein pour améliorer ce qui se passe dans son pays. Voilà la situation. Nous sommes en face de gens, peut-être qu'on peut le dire tout haut, qui ne comprennent pas bien les choses. La situation qui a été menée par la population congolaise, sur place à Kinshasa, le 19 jusqu'au 21, c'était une action qui devait se passer dans la tranquillité. La Constitution de la République démocratique du Congo, effectivement, garantit la liberté de manifester. Voilà, contre le régime, au cas où il se retrouve dans une situation d'insatisfaction. Effectivement, ils ont mené une action qui était démocratique. Malheureusement, la répression, nous connaissons tous, c'est très regrettable. Ça en a suivi avec des arrestations jusqu'au jour d'aujourd'hui. La question, les gens sont toujours aux arrêts. Mais par contre, les actions, par exemple, c'est pour cela la région, nous avons mis en place une action, un mouvement comme Humanité et Paix. C'est-à-dire, dans ce genre de situations où on voit les gens sont interdits, ils sont empêchés, parce qu'il y a plusieurs droits fondamentaux qui sont violés là. Les gens ne peuvent pas se communiquer. C'est déjà porter une atteinte déjà à la liberté des gens pour se communiquer l'information. Les gens ne pourront pas voir les informations qui s'est passé. C'est le Facebook, c'est tous les réseaux sociaux que nous connaissons. Donc il y a tout un poignet de droits de l'homme, des droits reconnus à l'individu que l'État lui-même reconnaît dans sa constitution qui ont été biaisés. Voilà, dans ce genre de conditions, nous répondons. Nous répondons comment? Aujourd'hui, nous avons une arme, c'est la sensibilisation, c'est l'information. Nous avons ces bases de la sensibilisation. Les gens puissent savoir ce qui se passe dans notre pays. Telle situation s'est passée et nous avons eu à écrire et puis à contacter. Nous avons déposé un mémo auprès du secrétaire général des Nations Unies pour lui faire savoir la situation, ce qui s'est passé au Congo et avec des conséquences. Voilà. Et nous sommes communiqués d'une autre manière. Donc on a mené quand même des actions dans le cadre de l'humanité et paix pour faire savoir la situation, ce qui s'est passé au Congo. Voilà. Dans les cadres que la pression soit faite aux dirigeants de la République démocratique du Congo de libérer et de dégager la situation. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, madame, que ce que vous avez fait, ce dans quoi vous êtes, la lancée dans laquelle vous êtes, est-ce que c'est différent de quelque action menée par d'autres associations de vos compatriotes, soit en République démocratique du Congo ou pour les autres pays de la sous-région? Tous ne sont-ils pas mobilisés vers ce même objectif? Et tous n'ont-ils pas malheureusement les freins qui sont peut-être les vôtres? Parce que, encore une fois, le bien fondé de ce que vous voulez faire n'est pas mis en question. Mais sur l'efficacité, une fois que vous avez fait passer cette information, monsieur disait, on fait en sorte que les gens qui ne savent pas, je ne sais pas ce qu'ils ne savent pas d'ailleurs, parce qu'on pense toujours que les gens ne savent pas ce qu'ils savent pourtant. Alors une fois que vous leur avez appris qu'il fait jour, s'ils ne le savaient déjà pas,
Et ensuite, parce qu'il faut gérer une information, tout n'est pas que de l'avoir. Il faut gérer, une fois qu'on sait que c'est à cause d'un tel ou un tel autre, mais encore c'est un secret de polichinelle, comment fait-on pour être efficace, opérationnel là-bas pour ceux qui y sont? Alors, je pense que Jerry va vous donner les différents objectifs de l'association, peut-être, ça nous permettra d'évoluer dans la discussion. On a des points précis qu'on veut aborder. Pour l'instant, il y a la communication, certes, mais il y aura d'autres actions à venir qui ne sont pas encore mises en place pour être plus efficaces, pour être sur place et pour se faire entendre. Vous pouvez gérer, s'il vous plaît. Mais avant que de rentrer dans ce détail-là, n'est-il pas opportun, lorsque vous vous mobilisez les uns et les autres, peut-être de se fédérer? Car les associations sont nombreuses. Exactement. Il y a des associations qui sont vieilles comme le monde, qui ont une vingtaine d'années, qui ont peut-être plus de recul. Est-il utile qu'il y ait comme cela des groupuscules, ça et là, et chacun finalement étant limité? C'est aussi la raison de notre présence sur votre plateau aujourd'hui. C'est qu'on puisse se faire connaître par les autres. C'est pour ça qu'on a dit on prenait le Congo comme laboratoire, mais on veut toucher toute l'Afrique. On va parler, on va essayer avec ça de nous faire connaître, de faire notre publicité, qu'on sache qui nous sommes, comment nous joindre. Et avec les autres, se mettre ensemble. Vous avez dit, on suit le même but ensemble, mais chacun dans son coin. On veut aller plus loin, se mettre maintenant tous ensemble et faire une action qui ne s'éteigne pas. Une action qui peut maintenant perdurer et qui va avoir des résultats. Alors, autre question, de quoi ont besoin les populations locales? Parce que la paix, c'est un bien grand mot, mais la paix, il faut la paix dans le ventre, par exemple. Hein. Les gens, quand ils ont faim, il faut qu'ils puissent manger à leur faim. Quand ils sont malades, il faut qu'ils puissent avoir des soins. Et finalement, tout ce qui se passe bien au-dessus de leur tête, à savoir des considérations de vente d'armes, de ressources minières et tout cela, cela finalement échappe peut-être à chaque individu qui, lui, veut simplement avoir un quotidien tranquille. Comment faites-vous pour lui apporter ce dont il a besoin? Une petite précision encore ou un ajout d'information, l'humanité peut travailler déjà aussi dans ses objectifs avec un centre pour la paix et la promotion de la culture de paix en Afrique centrale qui est basé en Angleterre et quand même nous avons des synergies et on a eu à publier ensemble dans les cadres du traité de commerce et des armes qui entre en vigueur en décembre 2014. Donc il y a pas mal d'actions et puis des contacts. On ne peut pas aussi négliger ce que font les autres, c'est le terrain. La société civile congolaise, les ONG font un travail remarquable et que vraiment nous louons et puis nous encourageons toujours du procédé. Du coup, par rapport à la question des savoirs, c'est comme il y a une dame que j'aime beaucoup qui parle, le droit à la paix, c'est le droit à la vie. Voilà. Donc c'est-à-dire, vous savez, à un certain moment, dans mon pays, on disait... le président de la République, à l'époque, Mobutu disait accepter de mourir de la faim, mais d'être en paix. Donc, vous savez, c'est des choses un peu compliquées, quoi. Comprendre quand un chef de l'État dit comme ça. Il dit comme ça, plutôt. Donc, la question de la paix, nous trouvons c'est fondamental. Parce qu'on peut avoir à manger, mais quand vous n'avez pas la tranquillité, vous ne pouvez pas manger. Il y a tant d'autres gens qui ont des richesses dans leur maison. Ils ne sont pas en paix. Ils ne peuvent pas en manger. On ne minimise pas la question du développement. On ne minimise pas la question de la famine qui ronge. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, quand il y a la faim, quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas évoluer. Les gouvernements ne peuvent pas, l'État ne peuvent pas se préparer pour évoluer. À cela, toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui en tant qu'association d'envoyer quelque chose là-bas. On a beau faire des récoltes, on a pris des vêtements ou des denrées alimentaires, quelque chose, quand on va pour l'envoyer à Kinshasa, on vous met vous allez rencontrer l'administration qui est totalement fermée face à vous. Pour passer, c'est comme si vous venez, alors que vous venez seulement pour faire du bien. Pour entrer, c'est tout un problème. Pourquoi cela? Parce que peut-être le bien que vous voulez apporter n'est pas perçu comme étant bien. Si de l'extérieur vous apportez ce bien-là... Ce n'est pas la personne acceptée, la personne qu'on veut aider qui refuse. Mais on ne nous laisse même pas aller l'approcher. Alors justement, ce frein qui n'est pas des moindres que vous évoquez là, comment le contourner de manière durable? Justement par l'association, par la dénonciation et par le rassemblement. Mais est-ce que dénoncer, voilà, vous êtes là sur le plateau, vous dites que l'administration nous embête et nous empêche de ramener des médicaments, de l'aide et je ne sais pas quoi. Est-ce que l'administration, en imaginant qu'elle nous regarde, se dira, ah là là, ça y est, ils ont parlé de nous, maintenant on va ouvrir les barrières? C'est ce qu'on espère. C'est tout un système, vous savez, il y a un système qui est organisé autour de là. C'est ce que nous dénonçons, entre autres. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la clarté dans la gestion de la chose publique. Voilà, la chose publique est tellement dirigée ou soit gérée de la manière où c'est difficile à comprendre. Pas même difficile à comprendre, mais ça se voit. C'est seulement eux qui voient la situation marche.
Voilà, la gestion est vraiment bloquée entre les individus qui croient tout simplement que le bien, ça ne peut se faire en passant par eux. Donc, ils ne veulent pas comprendre les choses, que le monde a beaucoup évolué et que la situation est lamentable au niveau local. Voilà, il faut qu'on agisse, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous laisse penser, alors je ne voudrais pas vous décourager, hein, mais qu'est-ce qui vous laisse penser que votre énergie va être enfin celle qui va faire changer les choses? Parce que localement, tout le monde sur place déjà vit ce qui se passe et comprend ce qui se passe, contrairement à ce que l'on voudrait penser vu de l'étranger. Vous êtes en France et vous imaginez que vos compatriotes en Afrique ne mesurent pas que c'est la mauvaise gouvernance, ne se rendent pas compte que c'est ceci, cela, mais enfin, tout de même, ne faut-il pas reconsidérer la compréhension de ceux qui vivent ces situations? Face à son oppresseur, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Et puis si la population acceptait ce qui s'est passé, elle ne manifestera pas. Avant, non, il n'est pas dit que la population accepte, la population comprend. La question était... Et si elle manifeste qu'elle veut des solutions? Et nous, c'est notre contribution à cette solution. On apporte. Alors, est-ce que cette paix que vous voulez apporter à distance, ne pensez-vous pas que peut-être cela peut leur compliquer la vie? Non pas qu'il ne faille pas apporter la paix, mais cela peut-être peut durcir les choses qui sont déjà difficiles par ailleurs. La paix qu'on pense, ce n'est pas à distance. La paix, c'est dans le milieu local. C'est-à-dire que nos actions se faire sur le plan local. Il faut discuter, il faut faire comprendre. La paix, c'est toute une éducation. Nous voulons qu'au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, que la notion de la paix puisse être maintenant enseignée et instaurée. On entend bien, monsieur, voilà. Mais maintenant, comment? Et comment? Si ceux qui doivent asseoir ces choses ne le veulent pas pour d'autres raisons, comment en arriver à vos fins? Au jour d'aujourd'hui, les choses évoluent, qu'on le veuille ou pas. La situation que le Congo a vécue en 1960, à l'aube de l'indépendance, à la période jusqu'en 1980, ce n'est pas la même situation que Kabila est en train de vivre. On a vécu notre situation avec Mobutu, avec Kabila. Aujourd'hui, nous avons tout fait à l'époque de Mobutu, il faut faire avancer la démocratie. Et la démocratie, c'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a des gens qui mettent toujours les bâtons pour ne faire pas avancer. Mais qu'est-ce que nous allons faire, madame? Vous voulez qu'on s'éteigne? On peut plus s'asseoir et attendre. Non. Alors parlons des femmes tout de même. Si nous faisons cette émission au mois de mars, ça n'est pas rien. La paix aujourd'hui, comment se décline-t-elle pour celle des femmes? Tout le monde connaît la situation des femmes en République démocratique du Congo, à l'est du Congo notamment. Je parle là de la situation des viols. Mais il n'y a pas, heureusement, que ces cas-là. Il y a tout ce qui n'est pas à l'est du Congo. Il y a un quotidien. Il faut que la vie puisse, ma foi, suivre son cours. Voilà des réalités qui sont telles qu'il faut peut-être répondre aussi à ce qui ne va pas encore trop mal. Comment là aussi cette paix dont vous parliez, je vous disais tout à l'heure, les gens ont besoin de manger quand ils ont faim et de se soigner quand ils sont malades. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Comment comptez-vous procéder? Monsieur évoquait une association tout à l'heure en Angleterre. Comment êtes-vous accompagné? Parce qu'il faut des moyens, il faut des moyens pour arriver à ces fins. Bien sûr, il faut des moyens. Madame la trésorière. Nous apportons le peu que nous pouvons avec nos cotisations et nous demandons aussi de l'aide aux autres. C'est pour ça qu'on doit faire ce genre d'émissions pour parler de nous et dire voilà, il y a un besoin. Personne n'ignore. Le problème, c'est que personne n'agit aujourd'hui. N'y a-t-il pas une certaine lassitude du grand public, à votre avis? Et une méfiance aussi parfois en l'endroit des associations qui se constituent, qui se créent, qui meurent, qui disparaissent? N'y a-t-il pas une certaine méfiance du grand public? Le grand public, est-il que la question reste? Le problème n'est pas résolu, sinon on n'en parlerait pas. On peut pas être, enfin, je ne connais pas les autres associations, je ne peux pas dire si elles sont honnêtes ou pas. Mais nous, comme on vient, comme vous dites, on habite ici, on est ici, on vit ici, et nous allons vous dire que voilà comment on compte procéder. Si vous marchez avec nous, on vous apportera des preuves de nos actions. N'y a-t-il pas, pour bien faire ressortir les choses, une nécessité de cibler la situation des femmes? Parce qu'on sait très bien que là où les femmes se portent bien, la famille va en bénéficier. N'y a-t-il pas la nécessité de mener des actions qui ciblent spécifiquement les populations féminines, justement? Aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont en action, on ne les connaît pas toutes. Ce serait bien sur place là-bas qu'ici, en France ou dans d'autres pays européens, beaucoup de femmes sont en action, elles travaillent. Elles sont dans l'anonymat, mais elles travaillent, elles existent. Elles ne sont pas reconnues peut-être à leur juste valeur, mais elles existent. Sur la situation des femmes? Sur la situation des femmes en Afrique, et puis particulièrement en République démocratique du Congo, je pense que c'est une situation qu'il faut voir à deux niveaux. C'est-à-dire au niveau, je veux dire, central, où qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait, et puis la situation des graves violations des droits de l'homme que vous connaissez. Voilà. S'il faut que je puisse aller vite au niveau de ce qui est fait, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 14,
se porte garant de la protection et de la promotion des droits de la femme. Mais par contre, c'est dans la vie pratique, on voit que c'est les premiers organes. Hein. L'État, la représentation de l'État, c'est celui d'abord qui méprise ces droits-là. Les faits sont probants. Hein. Vous voyez, nous avons un gouvernement aujourd'hui de 55 membres. On trouve que 6 femmes ministres. Voilà. Et puis 49, donc voilà. Donc, or, l'égalité que veut la Constitution dans son article 14, ce n'est pas respecté. Nous allons au Parlement sur au moins 500 députés, on compte 457 députés. Voilà, il y a presque 43 femmes. Pareil, quand on fait la sommation entre la chambre basse et la... Vous êtes empêtré dans vos chiffres. Voilà. Je vous prends votre papier. Dans la vie quotidienne, comment voilà. est-ce que les hommes se comportent avec les femmes? Parce que Oui, c'est bien beau de nous abreuver de statistiques, mais ça n'est pas, pardonnez-moi monsieur, ça n'est pas les États qui descendent dans la rue ou qui vont dire à l'oreille des hommes, monsieur, traitez mal votre femme, monsieur, battez votre femme. Je veux dire, il y a quand même une réalité à l'échelle individuelle qu'on ne peut pas, on ne peut pas éluder et pointer du doigt les gouvernants. La mauvaise gouvernance, tout le monde le sait, mais maintenant, la relation entre les femmes et les hommes, voilà une réalité dont on peut parler. Comment pouvoir changer ces choses? Effectivement, qu'on n'informe pas, les gens ne feront pas ce qu'ils doivent faire. Voilà. Qu'est-ce que ne savent pas les gens? Est-ce que les hommes ne savent pas, par exemple, que les femmes sont des êtres humains qui méritent le respect de leur intégrité? Nous avons grandi tous dans la même société. Oui. Voilà, la société africaine. Vous savez, bon, on va dire dans notre société, la femme, aujourd'hui, je suis vraiment très ravi aujourd'hui d'être en face des femmes modernes qui discutent. Mais hier, ma mère, moi, voilà, elle avait déjà son coin bien précis les matins. Et mon père, moi, il avait aussi son coin bien précis les matins. Donc c'est un fait qui a existé. Et au jour d'aujourd'hui, si vous voulez oublier cette situation, c'est grave. Parce que même ici, nous sommes en France, nous avons des amis. Quand vous discutez avec eux, pour eux, la femme, il dit que je suis traditionnel. Voilà. Donc ces gens-là, c'est tout un travail d'information. C'est tout un travail d'information. Sur ce point, madame. Voilà. Oui, c'est tout un travail d'information, comme il dit, mais il faut que la femme prenne conscience de sa valeur, de ce qu'elle est. Tant qu'elle n'est pas consciente de cela, tant qu'elle ignore qu'elle a des droits. Et vous pensez qu'elles sont ignorantes justement de leurs droits et de leurs aspirations légitimes? Pas toutes, Vraiment, mais une grande partie quand même, oui. Vous savez, quand on vous a valorisé, c'est différent. Jerry parlait de ses parents tout à l'heure. Moi, le mien, par exemple, mon père à moi, je suis née dans un petit village. J'ai toujours été considérée comme une princesse. J'ai été à l'université, alors que beaucoup des amis avec qui j'étais au village, soit elles se sont limitées à l'étude primaire, et se sont mariées. Donc ça dépend. Si l'État n'est pas derrière pour dire que vous qui ne respectez pas les femmes, ou vous qui n'avez pas vos enfants à l'école, vous devez les faire, ça va être difficile. Parce que c'est l'État qui doit apporter cela, sensibilisation. Cette sensibilisation. Bien sûr. Je regardais ça une fois au Gabon. On donne un rapport sur l'éducation de la femme au Gabon. Et on met un chiffre, par exemple, disant que 95% des filles sont scolarisées et 97% des filles entre 15 et 24 ans savent lire et écrire. Ce n'est pas le cas de mon pays. Et puis je vais ajouter, madame. Ce n'est pas le cas de mon pays du tout. Je voulais ajouter, madame. La sensibilisation, comment ça doit se faire? Aujourd'hui, dans des grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, c'est qui est vrai, les femmes sont beaucoup plus informées. C'est vrai, on n'en disconvient pas. C'est clair, aujourd'hui, au niveau des grandes villes, il y a quand même une évolution au niveau de l'évolution de la femme. C'est-à-dire, jadis, c'était difficile une femme puisse aller porter plainte qu'elle a été victime d'un viol. Mais au jour d'aujourd'hui, même à Kinshasa, nous avons beaucoup de cas de viol dont les hommes politiques ou bien les acteurs, les musiciens, tout ça, sont poursuivis. C'est déjà une évolution. Mais vous rentrez dans les campagnes, excusez-moi, vous rentrez dans les campagnes, vous savez ce qui se passe là-bas? Alors justement, est-ce que vous pensez que cette information, parce que vous disiez que les femmes notamment ne connaissent pas leurs droits, est-ce que c'est un moyen d'asseoir la paix? Parce que finalement, une femme qui va connaître ses droits ne restera pas la joue dans la main à attendre que la vie passe devant elle. Elle va prendre action et peut-être que la paix là aussi est en péril parce qu'une femme qui se révolte, excusez-moi... C'est tout un travail à faire rien pour n'est dire que non, reconnaissance des droits, ce n'est pas... ça ne veut pas dire la violence envers l'autre. Ça n'est pas la violence envers l'autre, mais à la condition que l'autre accepte que celui qui revendique ses droits le fasse. Et quand je dirais à l'autre que voilà, Jerry, moi mes droits c'est ça, c'est dans la loi, si tu ne le fais pas, tu ne respectes pas, je vais aller porter plainte contre toi, il n'aura plus le choix. Il n'aura plus le choix, il aura le choix de vous mettre une gifle si ça ne lui plaît pas. Après je vais aller porter plainte. Il y aura plus fort que lui qui va le mettre en prison. C'est pour cela pourquoi je souligne toujours, c'est un rôle égal, c'est un devoir régalien, c'est un devoir de l'État. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer toutes ces questions-là. C'est vrai, vous avez totalement raison, hein,
Parce que quand on comprend... Les cas, j'ai dit, des dénoncer des viols, au jour d'aujourd'hui, ça s'est fait aussi comme un fonds de commerce à Kinshasa. Voilà. Il y a une fille qui peut directement vous dénoncer que non, j'ai été victime par un tel métier. Donc, tout ça, il faut informer aux gens et puis préparer. Et puis, une chose aussi que j'ai remarqué, je tente de couper la parole de Géry, en regardant de très près la situation aux Zaïre, je disais, bon, enfin, au Congo-RDC, à chaque fois que le gouvernement a essayé de parler un peu de l'émancipation de la femme, derrière, il y a toujours eu une résolution de l'ONU qui a dit que il n'y a jamais eu de volonté du gouvernement personnellement de dire non, je m'engage. N'est-ce pas le résultat qui compte? Parce que monsieur évoquait la tradition tout à l'heure, nous allons devoir finir sur ce point d'ailleurs. Oui. Est-ce que les traditions, on va parler de l'Afrique centrale, hein, pour ne pas rester sur le Congo, est-ce que les traditions, les revendications au nom de la tradition ne sont pas celles qui sont un frein à la paix finalement, parce qu'au nom des traditions, on continue à faire un certain nombre de choses. Si d'autres veulent de l'émancipation et sont contre cette manière de procéder, rien n'est moins sûr. La paix est loin d'être établie. Non, la paix ne sera pas loin d'être établie quand on veut l'égalité entre l'homme et la femme. Il suffit tout simplement que nous, les hommes, nous puissions comprendre que la femme, c'est vraiment un homme tout entier d'une autre. Vous l'avez dit, la femme, c'est un homme comme les autres. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger cet aspect. Dans tout cela, c'est pour cela qu'il faut vraiment, il faut tout un travail pour expliquer ça. Donc voilà, c'est une situation qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'explications auprès des enfants. Et la tradition, si la tradition impose tout ce qu'on voit peut-être au niveau de l'Afrique centrale, même la loi congolaise elle-même, là, elle est très pratique. Elle parle vraiment que non, toute tradition qui est contraire à la loi doit être bannie. En principe, on ne peut pas la respecter, on ne peut pas l'appliquer. Et puis il y a des cas où la tradition est contraire, beaucoup de cas au Congo, je veux dire. Vous avez le mot de la fin. Oui, vous disiez que c'est les résultats qui comptent. Quand j'ai cité que le gouvernement s'est réveillé, quand il y avait des demandes de l'extérieur, de l'ONU par exemple, les résultats comptent certes, c'est que le gouvernement s'est réveillé, il va agir pendant un temps, juste pour dire que voilà, je me suis mis en règle. Et après, on retombe et c'est reparti. Ce qui veut dire que la paix et l'émancipation des femmes a du mal à trouver son rythme de croisière. Merci en tout cas pour vos actions et venez nous tenir au courant de comment vous avez pu obtenir des résultats, car ce n'est pas les initiatives seulement qui comptent, c'est le résultat. Nous continuons dans nos programmes sur ce 8 mars qui dure tous les jours de l'année. On reviendra. Au revoir. Au revoir.